Hello tout le monde, une nouvelle vidéo aujourd'hui sur l'utilité du mercato hivernal, parce que c'est vrai qu'il y en a quand même de plus en plus qui militent pour sa suppression. Alors moi je suis pas forcément du même avis, par contre je pense qu'il faut quand même modifier pas mal de choses par rapport à ça et je vais y venir après, je vais vous même donner des petits détails sur des choses qu'on évoque très très peu dans les médias en fait, même par rapport aux agents, par rapport aux joueurs aussi, comment ils vivent ce mercato d'hiver. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner aussi à ma chaîne pour ceux qui l'ont pas encore fait, je parle essentiellement des clubs de Ligue 1. Voilà, on va parler surtout aussi de Saint-Étienne, de Rennes, qui vont s'affronter d'ailleurs ce week-end, et aussi de Lens, et puis après du métier d'agent. Voilà, pourquoi je parle de Saint-Étienne-Rennes? Parce que c'est deux clubs qui illustrent parfaitement en fait tous les problèmes qu'il peut y avoir en fait sur ce mercato d'hiver. Parce que d'un côté, on a Saint-Étienne qui, déjà, je le précise, attend de pied ferme Rennes en fait dans le chaudron là pour ce week-end en Ligue 1. Pourquoi? Parce qu'à l'aller, il y avait eu 5-0 et bon, il y avait eu un scénario cruel pour les Stéphanois puisqu'il y avait eu cette double peine avec le penalty et puis carton rouge pour Cafaro, pardon, je vais y arriver, qui avait mis la main. Et c'est vrai que ça a été le tournant du match parce qu'après, Saint-Etienne avait bien débuté ce match et finalement, après, ils avaient eu quand même une lourde défaite. C'était d'ailleurs l'une des premières de Sampaoli à Rennes, ça, c'est quand même assez amusant parce que tout le monde s'était enflammé un peu trop rapidement à ce moment-là, je crois, côté Rennais, parce qu'on a vu la suite que ça a donné plusieurs semaines après. Mais voilà, Saint-Etienne qui d'un côté n'a pas de gros moyens pour recruter. Ils étaient tributaires justement de clubs qui, en revanche, eux, ont des moyens, c'est-à-dire là, en l'occurrence Chelsea, pour le transfert d'Amougou. C'est vrai qu'un transfert d'Amougou à 15 millions d'euros, bon, c'est une très belle vente, mais je pense qu'à Saint-Etienne, c'est pas je pense d'ailleurs, on le sait, c'est qu'ils auraient préféré réaliser cette vente bien plus tôt dans ce mercato d'hiver parce que ça aurait pu permettre justement à Saint-Etienne d'aborder certains dossiers de manière totalement différente, d'être même plus ambitieux sur ce mercato d'hiver. Au final, il y a Cardona et Bernauer qui arrivent en prêt, donc c'est intéressant aussi, je dis pas. Mais c'est vrai que Saint-Etienne avait quand même bien fait les choses, ils avaient étudié des dossiers, mais vraiment très intéressants. Je pense notamment à Mimovic, par exemple, pour qui un accord de principe avait été trouvé à la fois avec le joueur et l'Étoile Rouge de Belgrade. Malheureusement pour eux, il fallait des garanties financières avec le transfert justement d'Amougou. Tout était conditionné par ce transfert d'Amougou. Et là-dessus, tu es quand même tributaire des grands clubs, de Chelsea ou autre, qui a d'autres dossiers à régler en priorité par rapport à celui d'Amougou et qui fait patienter le truc. Et malheureusement, ça tombe à l'eau. Le joueur est parti, je sais plus, je crois que c'était au Fenerbahçe. À Fenerbahçe, bon, voilà, c'est comme ça et c'est cruel parce que c'est tout l'inverse justement de son futur adversaire, le Stade Rennais, qui lui, au contraire, a décidé d'éjecter toutes les recrues de Massara, vous l'avez vu, donc au moins une dizaine de départs pour autant d'arrivées, enfin, un bordel, je crois qu'il y a eu 17 mouvements en tout, enfin, c'est incroyable, je veux dire, ça, il faut le limiter, quoi, c'est pas normal, quoi, je veux dire, et là, vous allez me dire, ouais, mais pourquoi est-ce que tu pénaliserais des clubs qui ont les moyens de travailler? S'ils ont des sous, etc., et que d'autres n'en ont pas, c'est comme ça, je veux dire, c'est la réalité du foot. Non, justement, c'est que je trouve que c'est manquer de respect aux clubs qui ont moins de moyens, et qui sont plus intéressants, plus intelligents et plus cohérents dans leur recrutement dès le début de saison au mercato d'été. Il y a des clubs qui travaillent très bien avec très peu de moyens, et c'est ces clubs-là qui sont pénalisés aujourd'hui par rapport à d'autres qui travaillent super mal, et qui heureusement peuvent toujours se rectifier, rattraper le coup à coups de millions à chaque fois. Et c'est vraiment ce qui se passe actuellement au Stade Rennais. Et moi, je trouve que c'est vraiment pénalisant pour certains clubs. Je trouve ça dommage. Je pense même à Lyon, par exemple, qui jouait le maintien et qui était mal en point en Ligue 1 à mi-saison l'année dernière et qui a fait un recrutement de dingue. Je sais, coup de millions, je sais pas combien avait été investi à l'époque par Textor, c'était plus de 100 millions, je crois. Enfin, c'est totalement dingue. Et du coup, Lyon avait fait mieux que se sauver finalement, puisqu'ils avaient justement su accrocher la Ligue Europa. Donc voilà, encore une fois, un mercato d'hiver qui gâche la compétitivité de pas mal de championnats. Je trouve que c'est pas normal, on devrait tolérer deux mouvements, pas plus pour les arrivées et les départs. Peut-être pourquoi pas un système qui ressemble un peu au joker médical. Vous voyez, sur la première partie de saison, en période post-mercato, s'il y a par exemple un joueur qui se blesse gravement avant la trêve hivernale et qui fait constater sa blessure et qui a plus de 3 mois d'indisponibilité, là tu peux tolérer justement un troisième renfort un peu dans cette logique joker médical. Surtout si c'est le gardien, parce que c'est vrai qu'un gardien qui se blesse, bon là c'est un poste à part, donc forcément on pourrait créer une règle spéciale pour ça. Mais bon, je parle de ça alors que je sais parfaitement que c'est des choses qui ne se feront jamais parce que le mercato d'hiver c'est quand même tellement précieux pour les acteurs du milieu du football que ça ne pourra jamais à mon avis être modifié ou même revu au niveau des règles parce que il y a les agents, il y a les directeurs sportifs et enfin c'est leur gagne-pain quoi. Et après bon on parle souvent des agents de joueurs en mal etc. Faut pas oublier qu'il y en a quand même énormément qui sont des gens très bons conseils et qui sont aussi le côté humain, des gens vraiment euh, des très belles personnes. Et il y en a beaucoup, croyez-moi, et pourtant ces gens-là, ils galèrent. Je veux dire, c'est pas les Georges Mendes et compagnie qui arrivent eux, à croquer sur les transferts. Eux, non, c'est des joueurs de Ligue 2, par exemple, à 10 000 euros
Je vais vous donner un exemple concret. Un joueur de Ligue 2 qui gagne 10 000 euros par mois, donc 120 000 euros brut à l'année en salaire, il faut savoir que l'agent va toucher 5 à 6% du salaire, en fait, sur le salaire du joueur. Donc ça représente à peu près 6 000 à 7 000 euros de commission par an. Donc après, vous payez les charges autres, vous vous doutez bien que vous pouvez difficilement vivre de votre activité avec ça. Et en plus de ça, après, vous payez les déplacements. Et c'est là aussi où c'est cruel pour ces agents, c'est que vous devez payer le train, l'avion, l'hôtel, enfin voilà, tout ce qui est des défraiement, quoi. Et ça chiffre, hein. Et c'est pas quand tu récupères un joueur que tu gagnes tout de suite de l'argent. Ça aussi, c'est une question qu'on me pose souvent et les gens ne le savent pas. C'est que parfois, tu peux accompagner un joueur et être de très bons conseils avec lui, quitte à repousser des offres de transfert parce que tu estimes que pour le plan de carrière du joueur et sa progression, c'est mieux qu'il reste dans son club. Ouais, sauf qu'un agent, lui, il gagne de l'argent dès qu'il y a un mouvement financier, c'est-à-dire une prolongation ou alors un prêt ou un transfert. Et c'est surtout sur les transferts forcément qui croquent le plus en général, parce qu'en général il y a un nouveau contrat revu à la hausse, etc. C'est toujours plus facile quoi. Mais voilà, vous imaginez des fois vous avez des agents qui vont suivre des joueurs comme ça pendant 2 ans, en fait ils vont être de très bons conseils, et au moment où il va y avoir le transfert, qu'ils ont tout préparé, que le joueur a été bien conseillé, qu'il a progressé, belle évolution dans sa carrière, bah non, il y a un agent qui va sortir de nulle part et qui là va se ramener avec une offre. Il va dire écoute, moi j'ai l'offre d'un club, tu viens avec moi, tu quittes ton agent et puis tu vas multiplier ton salaire par deux. Et les mecs ils y vont et ils lâchent leur agent. Et du coup, bah, le mec là il a plus que les yeux pour pleurer parce qu'il aura investi plein d'argent pendant 2 ans pour conseiller le joueur, se déplacer, aller le voir. Et au final, il gagne quoi? Une bulle. Il perd de l'argent au final. Et c'est ces gens-là en fait qu'il faut mettre en avant parce que bah eux, enfin, dès qu'il y a une période de mercato, que ce soit en hiver ou en été, bah, ils ont besoin de ça pour vivre justement. Et donc si demain on supprime justement cette période tous les 6 mois, on va dire, de fenêtre des transferts, vous vous doutez bien qu'il va y avoir plus en plus d'agents qui vont être malheureux chez les honnêtes agents, on va dire. Donc voilà, ça c'est la petite parenthèse. Après, quid des joueurs aussi, parce que ça on n'en parle jamais. Pourquoi il y a des joueurs qui sont malheureux par rapport à ce mercato d'hiver? Alors déjà, j'ai vu ça quelque part. Faut quand même que je le vérifie parce que ça me semblait gros, mais en fait, peut-être pas tant que ça. Il paraît que 72% des mouvements réalisés sur un mercato d'hiver sont synonymes d'échec. Enfin, en tout cas, pas une réussite. Ça fait réfléchir quand même, hein. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il y a souvent des panic buy ou autres durant cette période, que les gens bah, ils réfléchissent pas. Et en fait, le problème, c'est qu'on voit souvent ce que les clubs recrutent, mais il y a aussi les départs. Je veux dire, demain, voilà, tu es là, tu es dans un club, on ne te fait pas jouer, tu as un problème avec un coach qui, si ça tombe, ne sera même plus à son poste d'entraîneur en février ou en mars, il aura peut-être eu le sac et avec un autre coach, tu aurais eu ta chance. Mais non, le joueur, on lui dit, bah tu dégages quoi. Et on te dit, tiens, bah, tiens, viens avec ton agent, rendez-vous telle heure, nanan, bon, on a une offre pour toi, on l'a accepté, tu vas aller là-bas. Et le mec, il connaît pas le club, rien, et on lui dit, tu vas discuter avec l'entraîneur, directeur sportif, ils te veulent. Toi, tu les connais pas. Pour un peu, ton agent, il avait travaillé déjà sur des dossiers et tout, mais peut-être plus pour la fin de saison. Un truc vraiment bien construit, bien préparé, bien établi. Et non, en fait, le club, là, il dit, on a trouvé ton remplaçant, on doit te vendre, on a accepté l'offre, tu dégages. Et ils te mettent la pression, à toi et ton agent. Et combien de joueurs flinguent leur carrière sur un choix précipité comme ça, qui leur a été imposé, où ils sont pas maîtres de leur carrière et de leur destin, et ils finissent même en dépression pour certains, quoi. On n'en parle pas assez de ça. Et ça, sincèrement, sur le mercato d'hiver, on voit qu'il y a quand même énormément d'échecs. Je vous l'ai dit, j'ai vu ce chiffre 72%. Je trouve ça quand même enfin, exagéré, et encore oui et non, parce que c'est vrai que je pense même à Lille, par exemple, l'année dernière, hein, Fonseca qui avait fait des pieds et des mains pour avoir ses joueurs, même les Portugais, là, les fameux Thiago Moraes, Rafael Fernandez, qui au final n'ont jamais joué réellement à Lille, ou très très peu, et puis au final, là, ils sont déjà prêtés, ils sont plus du tout dans le circuit là, à Lille. André Gilic, pareil, quoi. Bon, lui, c'était blessé, c'est différent, mais bon. Enfin, c'est quand même, encore une fois, synonyme d'échec, quoi. Et après, bon, bah voilà, j'ai envie de parler aussi d'un club quand même, qui pour moi est le bon élève de ce mercato d'hiver, malgré lui, je dis bien malgré lui, et je vais expliquer pourquoi, c'est le RC Lens. Le RC Lens qui a mieux vendu par rapport à ce qu'il avait ambitionné et projeté de faire, donc ça, chapeau à eux. Je comprends même pas tous ces articles que j'ai pu voir dans divers médias ou même journalistes qui ont critiqué le choix du RC Lens d'avoir fait appel au service de Georges Mendes pour le transfert de Kusanov. Alors déjà, il faut savoir un truc, c'est sûr que je ne comprends pas en fait pourquoi on en a fait tout un cinéma. C'est que déjà, quand tu as un tel joueur qui intéresse vraiment les plus grands clubs européens, tu sais très bien que c'est mieux de confier ça à un joueur qui peut rentrer et qui peut vraiment discuter, se mettre à la table vraiment de tous ces dirigeants de clubs, que ce soit le Bayern, que ce soit l'Inter, que ce soit Manchester United, Manchester City, Arsenal, PSG, j'en sais rien quoi. Et là, bah, qui mieux que Georges Mendes pour mener ça à bien quoi, et du mieux possible. Enfin, Georges Mendes, au final, on dit ouais, mais du coup, il récupère un pourcentage sur le transfert, on parle de 5-6 millions. Et vous pensez vraiment que Lens, sans Georges Mendes, aurait su le vendre à ce prix-là? Moi, je suis pas sûr, déjà d'une. Et de deux, si c'était pas Georges Mendes avec Lens qui anticipe ce scénario en mandatant Georges Mendes,
vous inquiétez pas que les grands clubs, eux, ils se prennent pas la tête, hein. Ils mandatent un agent et c'est lui qui vient discuter avec Lens. Donc quoi qu'il arrive, il y aura eu quelqu'un à payer. Sauf que là, c'est Lens qui a voulu être maître du truc et bien géré, et c'est pour ça qu'ils ont fait appel à l'un des meilleurs au monde et qui est quand même l'un des plus calés à ce niveau-là, Georges Mendes. Donc bravo à eux. Ça a été très très bien géré. Le transfert de Danso, pareil, hein, franchement, le vendre à ce prix-là, je pense que c'était pas gagné et ils l'ont fait. Voilà, tout a été bien fait, franchement. Et puis derrière, bah, enfin des choix cohérents à Lens. C'est-à-dire qu'on a été chercher des joueurs, certes, de troisième zone, mais bon, je l'ai dit, quand on est à mi-saison, on ne peut pas faire de belles affaires financières en général pour se renforcer dans les championnats du Big Five ou même de seconde zone. C'est très compliqué. Et encore plus pour un club comme Lens, quoi. Donc, bah, t'as pas le choix. Si tu veux faire des bonnes affaires et à moindre coût, il faut aller justement dans des championnats de troisième zone comme ils l'ont fait avec Koyalipou à Sofia en Bulgarie. Là, ils l'ont fait aussi avec Bulatovic, Nidal Selic, voilà, donc en Bosnie. Bah, lui, c'est un Monténégrin aussi, Bulatovic, mais bon, lui, il joue aussi à Podgorica, je crois, donc au Monténégro. Donc voilà, c'est tous des championnats peu connus, vraiment peu médiatisés, mais pour lesquels tu peux avoir des. Enfin, t'as toujours l'espoir de faire un Kusanov bis, mais ça, on va pas le faire à chaque fois. C'est pas parce que l'on se l'a fait une fois que ça va marcher à tous les coups. Mais voilà, c'est intéressant. Moi, je préfère voir ça, même avec Bonifo. Bon, là, c'était quand même 7 millions, mais voilà, c'est un joueur offensif aussi. Il est quand même considéré comme un très bel espoir du football en Suède. La Suède, c'est quand même un beau pays du football, hein, je veux dire. Donc voilà, c'est bien que Lens ait fait ça. Au moins, ils repartent enfin sur un projet cohérent. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que du coup, au moins, ils ont évité le scénario catastrophe. Parce que ça, moi, je peux vous le dire, ce qui se passe à Lens, je l'avais déjà prédit depuis le départ de Ghisolfi. Alors déjà, le départ de Ghisolfi, on l'avait vu venir. Vous savez, quand on côtoyait des agents, c'est vrai que je ne l'avais pas dit justement, je parle de ça parce que j'avais travaillé avec des agents pendant de longues années et j'assistais des joueurs, même dans leur communication ou autre. Donc, je sais comment on gère un deal, c'est-à-dire que j'ai déjà participé à la réalisation d'un deal. Quand je dis accompagné, hein, j'ai pas participé, moi je négocie rien du tout, je suis pas agent, mais je voyais les échanges, justement les premiers échanges, les premiers contacts entre les directeurs sportifs et l'agent, ensuite les premiers échanges entre le directeur sportif et l'entraîneur avec le joueur, comment ensuite on finalise un deal, etc. Et donc c'était vraiment une expérience enrichissante et c'est ça qui me permet de bien comprendre en fait ce milieu et du coup tous ces gens que j'ai pu rencontrer en fait depuis des années, bah, il y en a pas mal qui gravitent aussi autour du RC Lens notamment et je peux vous assurer que bah, tous ils étaient pleinement conscients de la situation à Lens et ils savaient qu'on allait peut-être se diriger vers un scénario catastrophe et on ne comprenait pas pourquoi Lens s'entêtait justement à poursuivre dans cette direction où certaines personnes ont peut-être fermé les yeux, on ne sait pas pourquoi. Lens, moi je l'avais toujours dit, c'est un peu comme un château de cartes, c'est-à-dire que c'était une œuvre d'art, un château de cartes mais merveilleux. C'est-à-dire que tu arrives, tu es promu en Ligue 1 et quelques années plus tard, tu crées une équipe qui est belle à voir jouer, une bande de potes, tu te régales, tu vas à Bollard, tu sais que tu vas avoir du spectacle et puis cette équipe, elle atteint le Graal, c'est-à-dire qu'elle retrouve la Champions League, la plus belle et la plus prestigieuse des compétitions européennes et tu dis ça y est, enfin, on a réussi à replacer Lens sur la carte de l'Europe, quoi, dans le football. Et ça, c'est super. Oui, sauf que c'est ce que j'ai dit, c'est un château de cartes, le truc. Il faut que ça pète à un endroit et tout peut s'effondrer. Lens, c'était clairement ça du début jusqu'à la fin. Sauf qu'ils ont fait grandir et sublimer ce château de cartes, mais tu te dis, mais il y a un truc qui pète, tout va exploser. Et moi, je vous le dis, je ne rentrerai pas dans les détails justement de tout ce qu'on a pu me dire quand même, parce que ça remonte. Hein, je vous dis, c'est depuis le départ de Ghisolfi, c'était avant un derby remporté par Lille contre Lens, là 1-0. Donc c'était peu après hein, le mercato d'été où il y avait eu notamment les signatures d'Openda. Donc ça date pas d'hier, quoi. Et je vous dis, tout était prévisible. J'ai presque envie de dire que Lens a gagné une année en fait par rapport à tout ce qui s'est passé en fait pour s'éviter un gros couac grâce à l'argent touché à la Champions League s'il n'y avait pas eu la Ligue des Champions. Bon, j'ose espérer que Lens aurait agencé les choses différemment à cette époque-là, mais voilà, il y avait quand même des choses qui n'allaient pas. Et donc, j'en reviens à ce que je disais sur ce mercato d'hiver. Alors oui, Lens est le bon élève de ce mercato parce que bah, ils se sont engagés sur certaines choses vis-à-vis de la DNCG en prévision du prochain passage qui aura lieu en fin de saison. Et là, grosse bouffée d'oxygène du côté de Lens, c'est-à-dire que tout a été bien fait. Ils ont mieux vendu par rapport à ce qu'ils avaient projeté de faire, donc ils ont bien renfloué les caisses. Et en plus de ça, ils ont bien allégé leur masse salariale. Donc sur ça, ils vont être tranquilles, je pense, par rapport à l'été prochain. Et là, ça leur permet justement, sur cette deuxième partie de saison, de permettre à tous ces jeunes joueurs qui ont signé, ces jeunes talents, d'avoir 6 mois pour parfaitement s'acclimater à leur nouvel environnement, à leur nouveau coéquipier, au club, à Bollard, à la Gaillette, à la France quoi aussi, puisque ce sont des étrangers, pour pouvoir être prêts pour la saison prochaine. Donc on a enfin entamé cette phase de transition qui aurait dû arriver il y a 18 mois. Je dis bien il y a 18 mois et non pas là maintenant, cet hiver. En plus, ces jeunes vont être encadrés justement par des joueurs comme Thomasson, comme Gradit, qui au passage, je le dis parce qu'il y en a plein qui l'avaient injustement pointé du doigt. Gradit, ça fait 2 matchs qu'on lui a redonné de la confiance et un rôle important. Et bah, au final, je vois que Lens concède très peu d'occasions. Hein. Je l'ai vu contre Angers, qui était sur une bonne dynamique. Hein. Lens a concédé
0 tir cadré sur ce match. Angers, on les a pas vus, ils n'ont pas existé. Et pareil, quoi, pour le match à Montpellier, où Lens n'a concédé que 2 tirs cadrés. Donc voilà, quand tu as un Gradit, tu mets en confiance. Je dis ça, je dis rien, c'est une petite parenthèse. Mais voilà, donc je parle de tous ces joueurs cadres qui vont accompagner ces jeunes talents qui ont été recrutés un peu partout aux quatre coins de l'Europe, là justement cet hiver. Ils vont avoir 6 mois pour bien progresser, bien s'acclimater et être prêts pour la prochaine prépa d'avant-saison pour préparer au mieux la saison prochaine. Et là, j'ai envie de dire, Lens, le maintien, il est acquis. Et ça, c'est une bonne chose parce que tu peux travailler sereinement. Financièrement, maintenant, on sait que la situation du club, elle est bien. Dre aussi l'a dit, hein, les comptes sont revenus à l'équilibre, c'était l'objectif. Et là, c'est cool parce que tu peux enfin faire du trading de joueurs, chose que Lens doit faire parce que malheureusement, on le sait, en Ligue 1, hormis le PSG et peut-être l'Olympique de Marseille dans une moindre mesure, les clubs de Ligue 1 sont obligés de faire du trading de joueurs, qu'ils le veuillent ou non. Tu essaies de choper des mecs expérimentés en transfert libre ou en prêt et derrière, bah, tu vas chercher des mecs à coût de quelques millions pour espérer les revendre beaucoup plus cher à l'avenir. Donc moi, j'espère vraiment que pour Lens, ça va le faire, j'y crois. En tout cas, il fallait qu'ils partent et qu'ils se rendent sur ce projet-là, donc il était jamais trop tard pour le faire. En même temps, je dis ça, c'était pas une nécessité, là, c'était une obligation. Il fallait tout de suite le faire dès cet hiver. Mais voilà, ce qui est cool quand même, c'est de se dire que Lens a déjà atteint quasiment 100% de l'objectif qui avait été fixé déjà par rapport à la DNCG là pour la fin de saison. Donc ça, c'est quand même un très 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 bon point parce que je vous l'ai dit, ça va permettre vraiment au club là de travailler sereinement jusqu'à la fin de saison. Et ce que je me dis, si demain ils peuvent aller chercher l'Europe, tant mieux pour eux. Là, ils sont toujours en course hein, justement et bien positionnés pour les places européennes. Après, voilà, se qualifier pour l'Europe, j'ai presque envie de dire, si elle est là, tant mieux. Hein, mais si elle n'est pas là, c'est pas grave. Hein, on va pas se plaindre parce que c'est vrai que c'est une compétition qui pourra aussi permettre aussi à Lens de perdre beaucoup d'énergie en fait la saison prochaine, j'ai envie de dire. Même là, hein, regardez cette année. Le fait de ne pas être qualifié en Ligue Europa Conférence, c'est vrai que ça aurait permis quand même à des joueurs en fait d'avoir plus de temps de jeu. On va pas se mentir parce que l'effectif était conséquent, il avait été taillé quand même pour jouer sur plusieurs tableaux sur la première partie de saison. Mais voilà, on va pas se mentir, c'est vrai que tu laisses quand même beaucoup d'énergie dans cette compétition. On l'avait vu avec Lille l'année dernière par exemple, qu'il avait joué à fond. Ils avaient eu ce couac malheureusement contre Aston Villa où ils auraient mérité de passer, peut-être même pourquoi pas d'aller au bout. Et au final, il avait quand même payé sur la fin de saison en ne parvenant pas à accrocher le top 3 pour se qualifier directement pour la Champions League et éviter les barrages. Bon, au final, c'est la suite. Ils ont eu les barrages et tant mieux pour eux. Ils sont qualifiés et puis ils ont même maintenant accroché le top 8. Mais bref, voilà, on va pas reparler de tout ça. Ça, c'est une autre parenthèse. Mais tout ça pour dire que voilà, Lens peut être serein, qu'il y ait une qualification ou non en Coupe d'Europe en fin de saison. Ce sera que du bonus, mais dans tous les cas, au moins la phase de transition a été lancée. Et on peut dire que Lens a, pour une fois, été l'un des bons élèves de ce mercato d'hiver qui, je le précise et je le répète, pour moi devrait, je l'espère, connaître quelques modifications pour ne pas pénaliser justement ceux qui travaillent bien au détriment des gros clubs qui travaillent mal.